passé un bon week-end? Ah, excellent. Ah, moi Je de viens de te le même. raconter. Oh oui, voir on pas. On a pour une demi-heure. J'ai pas compté. Moi non plus, je crois qu'on a fait 8. J'ai joui. Ah, salut Domsou, salut le Lore Master, salut Skull Kid. On a du monde là. On a du monde ce soir. Incroyable. Waouh, pour l'actu ciné de dingue en plus. Est-ce qu'on n'est pas vraiment. un peu flou? Mais complètement. Si, on est complètement flou. Complètement flou. Bougez pas là, vous êtes flou les gars là. Et. Allez, mise au point. Oh. Ouais, ça va. Ça va. et au ça pire, va. Étonné sinon. Voilà, ouais, mettez sur 1080p. Ouais, voilà, c'est bon, faites pas chier. démerdez-vous, vous arrêtez de. C'est l'effet de chaîne YouTube qui ramène du monde. Évidemment, c'est bien dit ça, chaîne YouTube. Quoi? Là, je te lance pour faire le jingle que tu Mais veux bah faire. oui, parce que Twitch.tv/, sur les planches, c'est maintenant sur YouTube. Sur YouTube, la chaîne est ouverte, allez vous abonner à la chaîne des planches. Maintenant, les référencés, si vous tapez les planches, vous la trouverez, contrairement à avant. Les planches, le même logo, tout le bordel. Il y a du Guillaume, il y a du cinéma, Il y a du gaming. il y a du gaming, il y a du Nullbuck, il y a du Prince of Persia, il y a du Rocket League, il y a toutes sortes de saloperies. On est heureux. Oui, On est heureux. et on s'éclate. Vous êtes fous, hein, je rigole bien sur... Putain, t'es dit ta mère. Bon, c'est sorti gratuitement. Le cinéma. Nous sommes allés au cinéma cette semaine. On n'avait Oui. pas beaucoup de temps. On est occupé, mais on a du temps pour aller au cinéma quand même. Ah oui. Car on aime le cinéma français particulièrement parce que ce soir on va parler en premier lieu de La Petite Bande réalisée Oui. par Pierre Salvadori, sortie mercredi dernier. Oh, oui. On va en discuter. Mercredi c'est- d'avant même. Il est sorti la même semaine que C'est que vrai, parce que Asbestas. Parce que cette semaine il n'y avait pas grand Il chose. n'y avait pas grand chose. Et les films qui nous intéressaient, les films Bah japonais, non, il y avait je les ai Crypto. pas vus, tu Il y avait vois. Crypto. Oui, allez voir Crypto. Non, j'en sais rien. On avait pas envie d'aller voir Crypto qui était là, l'actu du Attends, du je suis jour. désolé, ils ont pas envie de voir Denis Brognard doubler Lex Luthor. Quand même. Un truc de dingue. Les japonais, ils ont l'air cool de ouf. Mais c'est Bah, des ressorties en fait. comme beaucoup de japonais d'ailleurs. Mais Oui. mais ouais, eux en particulier avaient l'air sympa. Oui. Et donc du coup on a vu ce film là, on va en parler tous les deux parce qu'il est frais dans notre tête. Tu l'as vu aujourd'hui, je l'ai vu jeudi. Aujourd'hui même. Ouais. On va également ensuite parler de Mélancolia, réalisé par Lars von Trier. Tu vas parler. Ouais, c'est ça. Tu vas parler. Je vais parler. Il y a également le Lore Master qui va pouvoir en parler parce que je l'ai vu avec lui, avec ce petit sacripant. On l'a vu ensemble. Intéressant. Et ensuite, on va parler tu vas parler de Sundown Oui. de Michel Franco, sorti cette année. Sorti également. cette semaine. Cette Celui-là semaine, est sorti en cette effet. semaine. Il limite plus d'actu que la petite Et- bande, mais je pense que la petite bande va faire plus d'entrées que le Sundown de Michel Franco. Avec quand même Tim Roth et Charlotte quand même Gainsbourg. Tim Hoff et Charles Gainsbourg. Et on Gros s'est casting, on s'est gros fait la casting. remarque, mais Charlotte Gainsbourg est dans Sundown et dans Mélancolia, donc grosse soirée Michel, non Gainsbourg. Charlotte, c'est pour toi. Charlotte, si tu nous regardes, on a des choses à se dire. Hein. Et je finirai par The Innocence de Eskil Vogt, je crois que ça se prononce comme ça. Mirel Franco. Mirel, bah tu vois, on aurait dû vérifier comment s'écrivait Michel, tiens. Mais non, ça s'écrit Michel, mais ça se prononce Ah, Mirel, et bah, ouais, mais c'est très drôle de dire Michel Franco. Michel. Ouais, c'est drôle de dire De toute Michel façon, quand même. je le respecterai pas. La bise à Lolotte, comme on dit. La bise à Lolotte, exactement, Lolo Master. Et ensuite, on va parler de The Innocence qui est sorti l'année dernière. C'est drôle parce que ce film-là, j'avais voulu le voir, mais à un point, mais j'avais juste ce film que je voulais voir en 2021. Et en fait, j'y suis pas allé parce que le temps est passé, j'avais pas le temps et du coup, j'y suis pas allé. Donc j'ai pu enfin le revoir et je vais en dire du bien. Je dis déjà du bien. je Ça le précise. spoil, ça va être bien, ça va être merveilleux, les amis. Les amis, Grosse j'ai vu soirée. les films parce qu'on va spoiler. D'autres plus que. Enfin, je pense que le premier, La Petite Bande, on va être obligé de spoiler parce que c'est celui qu'on a vu. Les autres, on fera peut-être un peu plus gaffe parce que ça prendra plus de Ouais, temps. mais en fait, on lâche des micro-spoils. Enfin, ceux d'actu, je pense C'est que c'est vrai. dommage de les. En fait, les En vieux vrai, films, oui. genre Mélancolia, The Innocent, je pense qu'on peut les spoil. Mais ceux qui font l'actu, hormis ceux qu'on a vraiment pas aimés, on peut voilà. Parce que oui, en vrai, on n'a pas spoilé pour le dernier Quentin Dupieux. Et Asbestas non plus. Et Asbestas non plus. Donc non, ne spoilons pas. Ah, il y a le seul que j'ai pas vu. Non, on ne va pas spoiler La Petite Bande. Non, on trouvera des moyens habiles, comme pour Asbestas, pour parler du film sans révéler les scènes, les scènes, enfin, sans décrire en fait ce qui se passe, juste passer par des raccourcis dramaturgiques pour expliquer un peu les choses. Bien dit. On va pouvoir se lancer. Oui. Qu'as-tu pensé de La Petite Bande de Pierre Salvadori sorti en 2002 Alors, La Petite Bande, faut savoir, Pierre Salvadori, je connaissais pas trop, j'ai juste vu En Liberté, du bon vieux Luron, qui était une comédie avec Pio Marmaille et Adèle Haenel que j'avais adoré, genre je crois que c'était la meilleure comédie de l'année quand elle était sortie. Je m'étais pissé de rire dessus devant des dialogues et un Pio Marmaille qui était sous cocaïne et une Adèle Haenel qui était complètement cosmique aussi, enfin franchement ça marchait bien dans ce film. Et là il revient du coup avec un film qui parle de 5 gosses comme protagonistes qui vont un peu sur un coup de tête par rapport à ce qui se passe dans leur village,
par rapport au fait que leur rivière locale est complètement polluée à cause d'une usine, vont décider, vont créer une bonne ensemble, vont créer un plan pour faire cramer l'usine, voilà, la faire péter. Mais on rappelle que c'est des gosses, hein, ils sont tous au collège. Ils ont tous 12 ans, dont un qui a 8. Donc vraiment, on Oui, est sur une tranche d'âge assez petite. c'est vraiment des gamins. Et le film cause de ça. Le film va suivre ces gamins à être dans leur plan un peu débile pour faire sauter l'usine et on va suivre leur point de vue. Et bah écoute, c'était cool. Non, c'était cool. C'était cool parce que c'est un film qui est purement familial, qui est pour tout le monde, les enfants, les adultes, absolument tout le monde. Qui a un point de vue du coup d'enfant, puisqu'on suit des gamins, donc évidemment on a leur point de vue, mais qui a toujours ce petit détachement qui des fois vient prendre le petit côté adulte pour, comment dire... Il a un point de vue extrêmement enfantin, avec des fois des moments trashos un peu à la adulte, beaucoup de violence gratuite sur les gosses. Ça, oui. Quelque chose qui me fait énormément rire tout le temps, il y a pas à chier. Et puis je sais pas, il se passe jamais des choses extraordinaires, disons. Il se passe jamais des choses extraordinaires, c'est toujours assez réaliste ce qui se passe. Il y a des fois des petits envolées de filmique, mais ça reste quand même très très réaliste. Et je sais pas, j'ai juste trouvé ce film extrêmement sympathique, quoi. J'ai passé un bon moment. Ces gamins, il y a beaucoup d'inégalités en termes de jeu, on y reviendra, parce que les gosses ne jouent pas tous extrêmement bien, mais je trouve qu'ils ont tous une personnalité suffisamment forte et différente pour que je me sois quand même laissé emporter par le reste de la réal et surtout le récit. Je trouvais le récit tellement intéressant et les personnalités des enfants si différentes que je me suis laissé emporter par ça, même si je relevais les mauvais jeux. Il y en a qui sont très bons dans un domaine et qui sont catastrophiques dans d'autres. Ils sont tous un peu différents à ce niveau-là. Ils peuvent pas tous s'énerver, ils peuvent pas tous faire le fier, ils peuvent pas tous avoir l'air convaincus, mais ils sont tous bons dans un petit truc et ensemble ils se complètent vachement. Et ben je te dis ça, je suis totalement d'accord avec toi. Genre si on aurait pu faire une liste en mettant le nom des 5 personnages, enfin des 5 acteurs plutôt, et actrices, et vraiment on aurait pu dire voilà, bon là-dedans, mauvais là-dedans, ça se voit, c'était vraiment flagrant, il y avait vraiment des pics, et c'est ça où je spoil un petit peu ce que je vais dire, c'est que vraiment j'ai trouvé trop inégal, c'est qu'en fait ils arrivaient jamais à tous jouer bien dans la même scène. Ce qui faisait que ça me perdait énormément dans... Après attention, j'étais indulgent parce qu'ils ont tous 12 ans... Ouais, ils sont vraiment petits. Ils sont vraiment petits, donc du coup j'ai facilement excusé, mais c'est vrai que en fait à chaque fois qu'il y en a un qui était vraiment bon, il y en a un autre qui descendait un peu la scène et des fois c'était vraiment flagrant, vraiment. Et surtout qu'ils ont rarement des adultes pour jouer avec eux, ils sont toujours qu'entre eux. Tu sais, dans les films où on dit des bons enfants acteurs, je pense à Newt dans Aliens. Ouais. Newt elle joue qu'avec Sigourney Weaver quoi, donc bien sûr qu'elle est bonne. Donc, en fait, bizarrement ça suit, tu vois, bizarrement ça suit et Sigourney aide aussi, donc voilà. Là ils sont vraiment ensemble devant la caméra. Il y a des passages qui marchent super bien, mais c'est plus en termes de montage et de rythme et que ça va aider l'acting. Je parlerai surtout sans spoiler des passages en début de film quand il lance vraiment le plan, donc c'est assez cool. Et la première étape du plan. Ouais, la première étape du plan. La première péripétie du plan. Ouais, c'est ça. Très drôle cette scène. C'est ça, voilà. Ça, c'est très drôle. Donc c'était pas mal, mais j'enchaîne un petit peu. Moi, je dis tout de suite ma note, j'ai mis un 6. Et encore, ça peut descendre à 5. Non pas qu'attention, c'est un mauvais 5, tout ça. C'est juste que j'adore le pitch. Vraiment. C'est le genre de film que j'adorerais réaliser. Mais ça manquait de trucs, ça manquait de folie. Clairement, et je me suis dit déjà le pitch est totalement, pas totalement barré, mais en tout cas il est quand même bien poussé, où c'est vraiment l'histoire de 5 gamins qui vont vouloir faire péter une usine. Donc voilà, moi j'adore ce genre d'idée. Hein. Sous fond écologique. Sur fond écologique. Donc voilà, donc t'es en mode ouais, les thèmes sont là, c'est simple, c'est clair, on avance et c'est drôle. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement ils sont tous pro-écolo et ils se rendent pas compte qu'au moindre dérapage ils peuvent faire cramer la forêt entière quoi. Ah, il y a des passages parce que c'est des gosses et ils se rendent pas compte de tout. Ça qui était intéressant, c'est qu'il y a plusieurs passages dans le film où tu te dis mais en fait ils peuvent littéralement faire beaucoup plus de mal que l'usine. Mais c'est sans conteste, c'est tout le conflit du film. Et ils arrêtent pas de se remettre en question. Mais c'est ça qui est drôle quoi. Moi ça m'a vraiment rappelé parce que aussi un truc, toi je sais pas si tu l'as vécu. Quand j'étais au collège, au lycée, j'avais aussi une bande très très forte. Et je tiens à souligner que l'aspect bande a été hyper bien traité. Okay. C'est-à-dire tout ce qui est à chaque fois le côté entraide et le côté on fait tout l'un pour l'autre, mais par contre
pour accepter d'autres personnes qui sont hors bande ou qui sont pas totalement les clous, on peut être très 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 méchant. Parce qu'on est des enfants, les enfants c'est très méchant, ça peut être ultra gentil, ultra solidaire, comme ça peut être des grosses putes. Et ce film là, franchement, il le traite bien sans faire de ces personnages des connards. Non, c'est des enfants. C'est des enfants qui surréagissent à des choses qui. Voilà, ils devraient pas faire comme ça crée des conflits énormes alors que voilà les gars. Tu as mis combien à ce film? J'hésite entre 7 et 6. Mais ça ne sera pas à 6 parce que j'ai vraiment été charmé par le récit, j'ai vraiment été charmé par le type d'humour employé quoi. Il y a trop de violence gratuite sur les enfants pour que je le descende en dessous de 6 quoi. C'est un petit péché mignon, hein. Si vous aussi vous aimez, c'est votre péché mignon, allez voir ça parce que vous allez vous régaler là, il y a beaucoup de il y a beaucoup de moments quand même qui sont assez fun à ce niveau-là. Non, en vrai c'était le film est bien rythmé, j'adore le pitch. En fait ça le problème c'est que je mets un 6 ou peut-être un 5 mais surtout parce qu'en fait le pitch me fait rêver et le film m'a pas fait rêver. C'est que j'avais envie de voir un truc qui me fasse vraiment rire. J'ai pas assez rigolé. J'ai pas passé un bon moment devant, clairement, sinon je mettrais beaucoup moins comme note. Mais c'est juste en fait, je m'attendais à plus. En fait, c'est le pitch qui m'a. Attention, je vais voir le film sans lire les pitchs, tout ça. Mais en fait, malheureusement, comme je vais de plus en plus au ciné, j'ai vu la bande-annonce. Oui. J'ai vu ça, donc au lieu de me boucher les oreilles et de fermer les yeux et de crier très fort, j'ai regardé ça. Donc du coup, la bande-annonce était classique, mais j'ai compris le pitch. Donc du coup, c'était. Et Romain il voulait que des gosses meurent dans une explosion, là il aurait rigolé. Grave. Clairement, alors là franchement, 8. Et tu vas voir que The Innocent c'était un film qui parle d'enfants et c'est beaucoup plus gore et j'ai mis une bien meilleure note. Le film, première scène, donc on peut le mentionner. Moi je dis les premières scènes, on peut toujours un peu les spoiler parce que c'est la première scène. Oui. Le film s'ouvre quand même sur un gamin qui se noie. Hein. Oui. Voilà. Sur le... c'est vrai que sur le passage-là, c'est vrai que tu fais bien de le répéter, mais la première scène n'est pas du tout drôle et tu te dis mais. Et d'ailleurs, et la voix off aussi t'enchaîne sur un truc comme tu dis. La première scène des paroles et pourtant quand tu vois le générique, t'es en mode, tu sais, c'est mal écrit. Oui, il y a des fautes d'orthographe partout. Non, il s'est pas nager le con. C'est le plus petit, c'est le gamin qui ressemble un peu à Gollum, qui m'a fait rêver. Hein. Ce gamin, pour moi, c'est mon top. Et le gamin de 8 ans est clairement le meilleur de tous, hein. C'est dingue. Parce que, alors lui, il s'énerve pas, il est imparfait parce que c'est le plus jeune, et des fois, quand il s'énerve, c'est pas très convaincant, il en fait un peu trop. Mais par contre, quand ce gamin de 8 ans, qui est un peu le vilain petit canard, c'est un peu le gamin qui était un peu tout seul, qui avait pas d'amis et tout, ce gamin-là, quand il doit faire le fier ou prendre un peu la posture, il m'a fait rêver, mec. On pourrait faire ça et tout. Enfin, il fait des gestuels. Il est très théâtral pour son âge en fait, c'est très drôle. Ouf, mais tu sais, je me suis un peu identifié à lui parce que quand j'étais très jeune, je ressemblais un petit peu à ce gamin. Ah. Un peu dans le côté, tu sais, un peu bizarre quoi. Des fois, il était. Oui, c'est fou, mais. Il était là quoi. C'est celui dont j'ai trouvé le meilleur et surtout le plus constant en termes de jeu parce que son personnage lui allait bien. J'aimais bien Samy aussi. Et... Non, mais clairement, c'était. Mais en vrai, pour que moi je finisse d'en parler de la petite bande. Clairement, le film se rythme bien, le pitch est excellent. Certes, les acteurs, on parle du fait que c'est vraiment comme ça, mais ils tiennent la route tout le long du film, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un moment où tu te dis je vais lâcher. Non. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que même si le jeu est vraiment. Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Inconsistant, et ben du coup, la bande en elle-même tient la route et t'as envie quand même d'y aller. Et c'est très drôle, il y a des passages très drôles, mais clairement, j'aurais préféré qu'ils crèvent tous. Ouais. Mais t'y crois leur lien, tu vois. Oui, et ça aurait été déchirant s'ils meurent, parce qu'il y en a deux morts, parce que tu crois leur lien, même s'ils sont pas tous imparfaits, ils ont de l'alchimie entre eux, il y a un truc qui marche entre eux. Il y a un truc que, voilà, t'y crois, t'y crois. Non, c'était vraiment très cool. Petite note, ça c'est le truc qui a fait sortir du film, bizarrement, c'est Pio Marmaille. Sachez que Pio Marmaille apparaît dans le film à un moment. Et en fait, le film a tellement pas de gros casting, c'est vraiment des petits noms et noms inconnus, que le père d'un des gosses c'est Pio Marmaille. Et que la parodie, j'ai pas pu m'empêcher, alors qu'il a un rôle quand même, je vais pas dire important, mais je veux dire il joue un rôle important pour le gamin en question. Pour le gamin, c'est très important. Et voir Pio dans ce rôle, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas vu le rôle du père dans ce rôle, j'ai vu Pio qui était en train de cabotiner dans un truc comme ça. Et j'aime beaucoup Pio, mais en fait, c'est bizarre de voir dans des rôles trop tertiaires comme ça. T'étais beau avec Quentin, c'est pour ça, c'est normal. mais clairement, oui, je suis d'accord. En fait, c'est un problème que j'ai déjà eu dans d'autres films. J'essaie de retrouver le nom. Mais c'est un passage où en fait t'as un film qui repose pas sur ses acteurs et que t'en as un au milieu qui est connu. Voilà, c'est ça, c'est The Thing de Carpenter. Et pareil, en fait, il y a tout le casting. Attention, si tu fais un cinéma, tu vas reconnaître les gens. Mais en tête d'affiche, à part Kurt Russell, les autres, tu les as pas trop en tête. Et clairement, en fait, si vous avez pas vu The Thing, je suis désolé. Mais en tout cas, ça spoil un peu la fin du film. Et t'es en mode,
Oui, d'accord, bah on sait. Ben, tu vois, je sais pas si tu Ah, as vu The Thing. tu veux dire que vu que dans tout le groupe, il n'y a aucun protagoniste défini. Bah en fait non, surtout qu'il n'y a pas de tête d'affiche. C'est la seule tête d'affiche qui en fait est... Cœur Ouais, Kurt Russell. Donc du coup tu te dis ben... Il va survivre. C'est ce que tu veux dire. Oui voilà, je voulais pas le dire pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais bon... Non mais attends, The Thing les gars, ouais, mais merde. quand même c'est un énorme film. Mais je suis d'accord, que... C'est pas parce que tu sais qu'il va survivre que moi je sais qu'il va survivre et ça va pas gâcher de voir The Thing. Allez voir The Thing si vous n'avez pas vu, c'est un putain de c'est banger. un banger film. Mais voilà, clairement, ça en revient à ça, sur cette question de ouais, ce film il a un petit casting et moi ça m'a pas autant gêné que toi. J'étais content de le voir et j'ai bien aimé le rôle qu'il jouait, surtout pour le gamin, comme on dit, il est très important pour l'enfant. Mais c'est vrai qu'il aurait pas été là, ça aurait été joué par un autre acteur, ça aurait rien changé. Chaque gamin, aussi autre chose qui vient par rapport au terme de bande, c'est que t'as beau créer une sorte de bande quand t'es un enfant, être à fond, faire des plans de taré, être lié par quelque chose, avoir des idées plus délirantes les unes que les autres. Au final, tu ne communiques pas tant que ça et tu ne sais pas vraiment les vraies intentions de chacun. Et les intentions sont révélées beaucoup plus tard dans le film, comme dans tout bon scénario qui se respecte. Ils ont tous un petit arc narratif, un petit objectif personnel à accomplir. Et c'est vrai qu'ils ne le communiquent pas entre eux. Et ça, c'est aussi dans les bandes d'enfants, on connaît pas tous les trucs de chacun. Et bon, ça tombe bien pour le goût du scénario, ça tombe bien. Mais du coup, voilà, ils ont tous en plus leur petite quête personnelle qui accomplit ou non. Et c'est chouette. Ça donne un peu de grain à tout le parc. Ils sont tous là pour une raison. Et c'est cool. Non, franchement, bah, comme je dis, le film, quand je lui mets un 6, c'est clairement que c'est un bon 6. C'est juste que il me manquait quelque chose, c'est tout. Mais en vrai, je conseille vraiment les gens d'aller voir ce film parce que bah, c'est frais. En vrai, c'est ça, c'est frais, c'est sympa. C'est sympa. Il y a de beaux décors, c'est joli. En vrai, c'est surtout parce que c'est agréable dans la suite des événements, des péripéties. Donc en vrai, très bon. Voilà. Bravo Pierre Saladori, Bravo Pierre. Et bravo aux gamins, même si vous êtes imparfait, vous allez progresser, vous serez très très bon. En vrai, je serais content de les voir plus tard. Vous avez beaucoup de personnalité, donc continuez, surtout le petit. Ouais. À toi, lui, on va le voir plus tard. Oh oui. Et j'ai regardé, il a rien fait d'autre, c'est son premier film. Ah bah oui, petit. Mais bien sûr, mais ça aurait pu faire des petits. Let's go. On va enchaîner sur Mélancolia. Vas-y, je te laisse. Mélancolia de Lars, du bon vieux Lars. Je vais juste vous dire à peu près ce que j'ai vu de Lars, que j'ai plus en tête pour un peu préparer ce que je vais dire. C'est un film qui est sorti en 2011 avec Kristen Dunst et George Gainsbourg dans le premier rôle. Incroyable, dont je n'ai vu que la moitié. Oui, parce qu'en fait, je suis allé avec Quentin voir leur master et bah, du coup, devant lui, on est grand avec Quentin. On est grand, donc c'est pas de problème. Et on est allé voir dans un cinéma où le Brady, où la salle, en fait, bah, c'est ça qui m'énerve dans ce genre de petit cinéma, c'est que la salle, elle est pas comme ça, et pour voir lire l'écran, elle est comme ça, la salle. C'est-à-dire que déjà, rien que quand tu t'assois dans ton siège, en plus les sièges sont bas, et bah déjà quand tu t'assois, t'as le siège devant qui t'arrive à la moitié du truc. J'exagère, mais c'est l'idée. Et donc devant lui, moi j'avais personne, et avec de la chance, il avait une petite meuf là, c'est un couple qui était devant, il avait la meuf qui était devant, qui était beaucoup plus petite. Tout se passait bien. Et dans les 5 premières secondes du film, t'as elle qui fait genre... Il y a son mec de 2 mètres de haut qui se pose devant Quentin, et Quentin il fait... Ah, les cinémas parisiens. Et tout le long, imaginez le cadre que vous voyez là, ça. Et ben là, je vais mettre mon crâne au niveau de la tête et ce qu'il voyait dans l'écran. Voilà, ça, vous imaginez que faut me retourner, vous allez avoir l'arrière de mon crâne, et il voyait que ça. Donc pour lui tout le film, Charles Gainsbourg ne parlait à personne, parce qu'il était souvent dans le côté gauche, tu vois. Donc, du coup, il a fait monologue huis clos de Charles Gainsbourg, légendaire. J'ai pas vu à qui il parlait. Hein. Quel enfer. Oui, et en plus, ça, il y a quelqu'un qui ose derrière lui faire. Vous pouvez vous baisser. Oh putain, mais plus jamais. Et donc du coup, j'ai quand même proposé à Quentin de bouger. Il m'a dit non, bah, tant pis, voilà, c'est ça. Mais là où on en vient au fait que c'est le genre de salles de cinéma qui sont pas assez pentues. Et tu fais, s'il vous plaît, juste creuser un peu, c'est tout, et ça aiderait vraiment. Ou alors donner des plots à chacun, tu sais, le truc qu'on met quand t'es bébé, quand t'es enfant, tu sais, voilà. Quentin, t'aurais pu avoir un plot et te mettre comme ça, t'aurais pu te surélever pour dépasser ce grand mec, et ceux qui est derrière toi, bah, il aurait pris 4 plots. C'est le Brady, c'est celui qui est à côté de la Filmothèque. T'as dit le Brady, oui, enfin. C'est ça, hein, le Brady ou le Champeau, je sais plus, je confonds les deux. Et c'est celui qui est à côté de la Filmothèque. Et donc clairement, qu'est-ce que je voulais voir, donc de Lars von Trier, moi j'en ai vu que 2 autres des films. C'est le Champeau. C'est The House That Jack Built. Je
sais pas si tu l'as vu. Ouais. Excellent film, vraiment. Qui déjà lui-même a de l'art pictural dedans, donc je vais en parler dans Mélancolia. Et j'ai également vu Dogville. Préparez-vous. Oh, t'as vu Dogville? Ouais, Je sais pas. excellentissime ce film également. J'ai passé un excellent moment devant Dogville. Donc pour l'instant, j'avais vu 2 films de Lars, comme j'aime l'appeler. Et Mélancolia, bah, c'est clairement celui que j'ai le moins aimé. Attention, très bon, j'ai mis un 7. Mais je veux juste que par rapport aux autres, où j'avais mis pareil un 7, mais au-dessus. Enfin bref, Un meilleur 7. Un meilleur Un 7. 7 plus assumé. Exactement. Donc clairement, Mélancolia, ça parle de quoi? Mélancolia, ça parle donc d'une femme qui va se marier dans une belle résidence, dans un espèce de château vraiment avec jardin, tout ça. Et ça se passe pas si bien que ça. Elle-même est malade. C'est jamais précisé ce qu'elle a comme maladie, mais je pense que c'est un trouble du comportement. Et du coup, elle est très papillonnante, ou elle est en plein mariage, mais elle va aller prendre un bain. C'est le genre de truc où en mode elle est dans son monde, donc c'est Kristen Dunst qui joue ce personnage-là. Et donc ce personnage-là, tu la vois se marier avec la famille, le père qui est joué par John Hurt, ouais c'est ça, Ouais, John Oliver, Hurt, voilà, donc assez cool de le revoir. Il y a également Skarsgård qui joue le patron aussi. Ok. Il y a un bon casting. Je sais plus comment elle s'appelle la mère que j'ai vraiment kiffé. Tu vas me le redire, Quentin, et j'ai oublié. Et clairement, donc voilà, on voit ce mariage-là qui, petit à petit, va se passer. Charlotte Rampling, je vois pas. Rampling, c'est ça. Charlotte Rampling. Charlotte Rampling. Donc clairement un régal, cette femme. Et donc du coup, ça raconte l'histoire de mariage. Sans dire rien de plus, vous allez voir que évidemment, ça va pas très bien se passer. Et il y a une scission au milieu de ce film. Et on part sur un film complètement différent. Et on a littéralement, alors avec les mêmes personnages, ça se suit, mais on est clairement sur une scission avec en fait le film se partage en 2 parties, une partie Kristen Dunst, une partie Charlotte Gainsbourg, et on est sur le même genre de film, donc on reste sur des films catastrophes, mais il y en a un sur un thème plutôt huis clos et un autre plutôt mondial. Donc sans spoiler, vous allez voir que j'ai beaucoup aimé ce changement-là. Attention, il est abrupt et il te perd en début de deuxième partie. En tout cas, moi, ça m'est arrivé pour moi. Quentin, il est perdu parce qu'il voyait pas le film. Mais juste voilà, on a une petite perte de vitesse là-dessus. Le film se divise en 2 catégories, une partie chiante et une partie nulle. Tu t'es vu là, putain, c'est une merde. Et clairement, alors, par contre, le gros banger de ce film, c'est la photographie. La photographie qui est juste folle dès le début. C'est super bien filmé, c'est très pictural, là où j'en viens. Le début est extrêmement pictural, avec des effets où les personnages bougent dans l'image, où c'est un peu ralenti, ça crée un tableau. Il y en a un qui est très beau, on voit Charlotte Gainsbourg tenir son enfant à bras le corps, et elle s'enfonce dans le sol d'un terrain de golf. C'est super joli, enfin vraiment c'est très très beau. Pour moi, un perso sur 3, c'était juste un gros crâne chevelu. et en vrai, voilà, j'ai Immersion totale, Quentin. Immersion totale. C'est pour ça qu'on aime le cinéma. Et en plus, on a payé nos places, j'espère que t'es content. Donc, sans trop spoiler, le film, j'ai adoré cette prise de ce changement, ce virage entier, mais toujours en gardant ce genre de film catastrophe, qui est très agréable dans ce que j'aime, parce que j'adore ça, les films catastrophes. Mais c'est vrai que, en fait, c'est qui tout double, j'ai l'impression. C'est soit tu vas adorer la partie 1, et tu vas vraiment pas aimer la partie 2, ou l'inversement. Moi, en fait, en y réfléchissant, j'ai beaucoup plus... En fait, c'est très bizarre, mais j'ai plus aimé la partie 2 en termes juste de thématique et comment ça partait trop vite, trop loin. Ouais. Et en même temps, je donne énormément d'avantages à la partie 1 parce que c'est un huis clos qui, en fait, pareil, quand je parle de catastrophe, c'est le mariage qui tourne à la catastrophe, quoi. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus huis clos, beaucoup plus centré sur les personnages, alors que le deuxième partie, c'est plus en mode solitaire. Chacun vont vivre l'après-mariage de façon différente, en plus avec une menace qui pèse sur eux. Donc le film est très intéressant à voir, que ce soit en termes de photographie, clairement, ça faut le voir, je trouve que c'était un banger là-dessus, mais juste en termes de comment travailler la catastrophe de 2 façons différentes. Je comprends qu'on n'aime pas, je comprends que t'aimes pas Skull Kid, clairement. Lars von Trier divise toujours. Exactement. Et c'est pour ça que qu'il est considéré comme un grand cinéaste en tout cas. C'est parce que les cinéastes qui divisent sont les cinéastes les plus... qui font plus parler. Hein. On pense à Monsieur Noé, on pense à Monsieur Von Trier, en fait, on pense à Monsieur Jarmouche, on pense à tous ces gens qui divisent les gens et qui raflent les prix parce que ils ont quelque chose à dire. Et un vrai truc à dire, c'est à diviser les gens. En général, c'est mon avis, mais après, il mérite ce titre et il mérite de diviser les gens. Bref. Et ce film ne fait pas exception. Je suis sûr et certain qu'il divise, mais je conseille clairement Mélancolia.
Faut s'accrocher en termes de longueur en début de deuxième partie, parce qu'on change complètement de rythme. Mais je trouve que c'est deux façons de traiter le film catastrophe dans un même film, avec les mêmes personnages et une suite. Et je trouve ça très très bien amené. Ouais, je trouve ça assez L'histoire cool. de lune, du coup. Ouais, mais il spoil tout, ce connard. Mais Allez le voir, ça me gâche rien. Euh. Je le sais, je l'ai pas vu, mais je suis sûr que je peux ça bon en le voyant. mais bien sûr. Mais pas grave. c'est pas grave du tout. Mais j'essayais de pas spoiler. Mais oui, il y a une histoire de lune. C'est là d'où vient la catastrophe. Donc, Quoi, la lune s'écrase sur la Terre? Ouah, oui, oh, c'est quoi ce film où il y a la lune qui s'écrase sur la terre C'est là, comme dans Majora's Mask, et c'est moi le whip maintenant, c'est pas toi Skull Kid. Et qu'est-ce que c'était? Regarde, il l'a dit, c'est un remake de Majora's Mask, Ah, je le voilà. savais. Bon bah clairement, Mélancolia, je conseille clairement. Je conseille. Si vous avez aimé comme moi d'autres films de Lars von Trier, bah vous allez kiffer Mélancolia. C'est juste ça. Je te laisse parler de Sundown parce que je suis très curieux de ce qu'il y a pu voir. Donc Sundown, un autre film avec Charlotte Gainsbourg. Vas-y. Commence. Oula, c'est. Laisse-moi m'étirer un petit peu Je te parce laisse que... la scène. Je te laisse la scène là. C'est. Ouf. Alors, l'actualité du cinéma. Cette semaine, la petite bande n'était pas sortie, c'était la semaine dernière, mais Sundown est bien sorti cette semaine, je veux bien le dire une seule fois. Film de Mirel Franco, qui n'est fait pas partie de la famille de James Franco, non pas du tout. Dommage, j'en sais rien, ça aurait peut-être un peu terni le nom de James, qui est déjà bien terne actuellement. Oh, Wow, il a pris cher le con, hein. Putain, il a pris cher. Bah oui, il a pris cher. Bref, on n'est pas là pour parler de James Franco, on est là pour parler de Mirel. Et Mirel, Mirel Franco. Alors, Sundown, qu'est-ce qui est hypant sur papier? Ce qui est hypant sur papier, c'est Tim Roth et Charlotte Gainsbourg qui sont ensemble pour ce film. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça parce que la bande-annonce, ça allait parler d'un film de bourgeois qui se font chier. Littéralement. Quand tu vois la bande-annonce, c'est ça. Tu vois deux bourgeois qui se font chier. Je suis allé le voir. Le film commence, imaginez ma stupeur, par un bourgeois qui se fait chier. Tim Roth. Il est... Alors, aussi, je vais spoiler comme un fils de pute. Parce que j'ai besoin d'aller Parce que t'as pas aimé là. Parce que je vais être salé. Et j'ai besoin de mettre tous les termes exacts pour que vous preniez pourquoi ce film est une merde. Attends, et ça a toqué. Donc je crois Romain, pourquoi vas-y. ça toque? Je pense que c'est qu'on gueule trop. Oh, on parle avec passion. On parle avec passion. On va laisser arranger ça. On dirait pas. On dirait pas que ce soit le cas en tout cas. Sinon vous ça va bien? On va causer, on va causer de ce film à la con juste après. Petite pause. Dites-moi ce que vous êtes allé voir au cinéma ces derniers temps. Par contre, pas un seul mot sur Tim Roth, sinon je hurle. T'inquiète pas pour Tim Roth, c'est pas lui, c'est plus le personnage qui m'a gonflé. Mais Tim Roth, vas-y, je rends ta place de chef. Alors, Merci. c'était rien du tout? Non, c'était voisin. Merveilleux. Alors, Tim Roth se fait chier. Il est avec une femme, Charlotte Gainsbourg, on se dit c'est sa femme. Il y a aussi 2 enfants avec lui. Jusque là tout va bien. À un moment, Charlotte Gainsbourg reçoit un appel de quelqu'un de sa famille qui lui dit qu'en gros sa mère est à l'hôpital. Paniqué, vite ils sont en vacances, ils sont hyper loin de Londres. Vite ils reviennent prendre l'avion et Tim Roth a pas son passeport avec lui. La Charlotte Gainsbourg, elle est en larmes, elle fait putain, bon, on va partir alors. Bah lui il fait bah oui, allez-y, je vous prends le vol suivant. Et ils partent tous. Tim Roth revient, et comme on le sentait, parce que c'est un personnage qui ne communique pas, qui ne dégage absolument rien, qui s'en foutait, on voyait à l'écran que Charlotte Gainsbourg perd sa mère, il arrive, le passeport est dans sa valise. Le mec a délibérément choisi de rester et de laisser Charlotte Gainsbourg se démerder. Intéressant, pourquoi pas. La question est maintenant de savoir pourquoi ce bourgeois qui se fait chier, qui ne communique pas, qui ne dit rien, a fait ce choix de rester, de rester dans son ennui en fait. Pourquoi ce bourgeois de merde a fait ce choix-là? Et bah sachez que pendant, ça c'est la base, c'est les 15 premières minutes, sachez que pendant 1 heure et quelques, le film va vous laisser dans votre ennui. Tenez au fait. Ah merci pour l'affiche. Complètement oublié, on s'est fait chier à mettre les affiches. Ah bah c'est dommage. Le film va vous faire patienter, ne va pas vous emmener ailleurs, vous allez attendre. Ce sera la seule chose qui va captiver votre envie, c'est d'attendre la réponse de pourquoi Tim Roth se fait chier. Sundown, c'est ça. Pourquoi Tim Roth se fait chier? Et pourquoi il ne répond pas à Charlotte Gainsbourg qui est en larmes, qui est à Londres actuellement, qui lui fait «
Mec, réponds, j'ai besoin de toi, là on va être à la sépulture, t'en es où au niveau de ton passeport, tu vas pouvoir venir, j'ai besoin de ton soutien, etc. On s'est... Finalement, au bout de 50 minutes de film, j'apprends que c'est son frère et non pas son mari, j'étais... Ah bon. J'étais sûr que c'était son mari. Dans la bande-annonce, t'as vraiment l'impression que c'est son mari. Hein. Et c'est son mari, au début du film tu crois que c'est son mari aussi. Et après au moment en plus ils ont un geste un peu sympa, ils sont un peu comme ça, enfin c'est pas un geste de couple mais ils ont un geste proche, enfin mais à aucun moment après tu fais c'est son frère, d'accord. Et en fait les enfants c'est ses neveux, c'est pas du tout ses enfants. Et il y a aucune question de Lannister, j'ai pas le terme, il y a aucune question de consanguinité pardon. Non, c'est pas le propos du film, y a pas de doute, c'est genre juste que c'est pas traité en fait, tu te demandes ce qui se passe. Du coup, forcément, quand le mec, quand il reste en vacances, que tu penses que sa meuf est en train de gérer la sépulture et qu'il est en train de sauter tout ce qui passe. Non, juste il découvre une meuf random. Apparemment, ils ont un coup de foudre, mais ils communiquent jamais. Ils se tiennent la main. Tu ne crois pas à leur amour parce qu'ils ne parlent pas, ils font juste baiser. Elle est super contente avec lui. Tu te demandes pourquoi, parce qu'il a aucune passion. Il fait que boire, il fait que se faire chier. Il ne parle pas. C'est un vieux sac. Tu ne comprends pas ce film. Et sachez que j'ai failli quitter la salle au bout de 40 minutes parce que j'étais. Non. Au bout d'un moment, je sais que le film me tient juste parce que il me tient parce que il te dit t'as envie de savoir pourquoi il se fait chier, je suis pas assez con pour ça, non merci film, je sais où tu vas, c'est bon je m'en vais. Oh putain, au même moment il se passe un truc, au bout de 45 minutes de film, péripétie, enfin, événement grave, je mentionnerai à la toute fin quand même pour ceux qui veulent quand même avoir le courage d'aller le voir, je mentionnerai cet élément grave à la toute fin. Mais élément grave qui me fait le film démarre. Alors où tu vas maintenant film? Nulle part, juste Tim Roth finit en tôle. Tim Roth finit en tôle. Il se fait toujours chier. Il dégage enfin des sentiments. Et attention. Là, c'est là où je me suis énervé. C'est que à la toute fin, on comprend enfin pourquoi Tim Roth, qui depuis le début, soit ne communique pas, soit quand il fait des trucs, c'est un gros connard. Parce que voilà, vu qu'il communique pas, tu penses, toi, dans son spectateur, qu'il trompe sa femme. Tu penses qu'il agit comme une pute avec ses neveux. Tu penses plein de choses. À la fin, on révèle... Je crois que c'est un docu sur la vacance de Tim Roth, tu as totalement raison. À la fin, on révèle enfin la raison de pourquoi Tim Roth agit comme un connard. Ah, et on veut la savoir. Et le pire, c'est que le réal, il a envie que t'aies pitié de Tim Roth à ce moment-là. Mais moi, quand je l'ai appris, j'ai fait... C'est ça ? Mais va te faire foutre, film. Parce que ce film fait l'erreur que je décris dans tous les putains de courts-métrages d'étudiants. Et là, il le fait dans un film d'1h20. Cette erreur de faire reposer ton putain de film sur un twist de merde qui est rodable à des kilomètres, qui n'est pas passionnant, alors que ça devrait être ta putain de base pour remettre ton film ailleurs. Tu ne fais pas reposer ton film sur un twist de merde. C'est pas intéressant de savoir pourquoi Tim Roth se fait chier, bordel. Est-ce qu'on peut jouer au jeu de la devinette et savoir pourquoi il se fait chier? Si vous voulez. Okay. On va jouer au jeu de pourquoi il se fait chier. Alors je vous donne tous les indices. Je vous donne vraiment tous les indices. Et vous savez quoi? Pour poser vraiment tous les indices, je vais donner l'élément parce que là, au bout d'un moment, on s'amuse. Vous êtes tous là, c'est merveilleux. Je vous déconseille de voir ce film, à part si vous avez envie de vous faire chier royalement. Je trouve pas, en parlant photo, parlant mise en scène, c'est un enchaînement. C'est pas incohérent. La mise en scène, c'est un enchaînement de plans fixes qui panotent sur trépied. Oui, le personnage se fait chier, sa vie est fixe. Hop, on plante la caméra. C'est logique. Les plans sont pas passionnants, mais du coup ça manque de rythme, ça manque de mou, ça manque d'empathie parce que le personnage ne dégage rien, t'as pas envie de le suivre, tu te fais chier. Ça manque de force antagoniste parce que Charlotte Gainsbourg, t'as de la pitié pour elle et t'as l'impression que c'est elle l'antagoniste. T'es en mode mais putain, t'as aimé ou pas? Je suis trop vague sur les sentiments. C'est drôle. C'est marrant. Tu m'as tellement pris de court, j'étais quoi? Je suis premier degré, je suis quoi? Je trouve que ce film est une merde. Voilà. Alors l'événement c'est qu'au bout de 45 minutes, Tim Roth a fait copain avec un chauffeur de taxi qui apparemment suit un peu son histoire de loin, mais encore une fois ils ne communiquent pas tous les deux. Il sait juste que Charlotte Gainsbourg apparemment elle est en train de poser problème à Tim Roth pour une question d'argent. Apparemment ils doivent signer un papier, tu sais pas ce que c'est le papier mais ils doivent signer un papier et bref ça pue pour Tim Roth qui accepte de donner de l'argent à Charlotte Gainsbourg, de pas en recevoir en tout cas. Et bah après qu'ils aient signé le papier, le taxi, il prend des potes avec lui et il bute Charlotte Gainsbourg. Dans la voiture, il y a une course poursuite et il la flingue. C'est Acapulco ma gueule, là-bas c'est comme ça que ça se passe. Et elle crève, et elle clams. Et là t'as à reprendre,
bah voilà, votre sœur est morte. Elle, c'est vrai que j'ai cru que c'était sa sœur. Ah, bah c'est sa sœur, d'accord. Et elle meurt. Et à ça, en gros, tu comprends qu'en fait, ils avaient signé un papier pour l'héritage de l'entreprise familiale. En gros, ils avaient un peu comment dire, il y a un peu de conflit entre Tim Roth et sa sœur Charlotte. Et il y avait cette entreprise familiale d'usine de cochons. Que Charlotte, du coup, elle héritait. Il y a un peu une bataille. Au final, Tim Roth a fait, tu sais quoi, prends-la, je veux pas d'argent, prends juste l'usine, c'est pour toi. Et elle meurt. Et du coup, vu que la signé de pas avoir les droits, il y a encore une bataille pour est-ce que c'est les gosses, les gosses de Serge Gainsbourg, donc les nouveaux Tim Roth qui vont l'avoir, ou Tim Roth. Et là encore, il y a conflit. Et là encore, il dit, et en gros, Tim Roth accepte de recevoir l'argent de la pension alimentaire. Même il prend une somme astronomique pour la pension. Il prend genre 100 000 livres par mois, je crois, et il fait un signe aux gosses en mode. Désolé et tout, mais je pense à vous les gamins et tout. Alors qu'il va rien faire pour l'usine, juste il va toucher de l'argent comme ça, et t'es en mode waouh, mais c'est quoi ce fils de pute en fait? Allez-y, trouvez-moi la bonne raison pour laquelle Tim Roth claque toute sa vie, envoie chier sa famille, ne va pas à la sépulture de sa propre mère, parce que du coup, vu que c'est la sœur de. Vu que c'est Richard Gainsbourg, c'est la propre mère de Tim Roth. Bah oui, c'est ça. Il va pas à la sépulture de sa propre mère. Il envoie chier. Et pourquoi il est pas aussi affecté par la mort de sa propre mère aussi? Il s'en bat les couilles, Dites-moi quelle est la bonne raison pour que Tim Roth agisse ainsi. Allez-y. Je crois que Quentin a dit qu'il voit le truc arriver, donc il va peut-être le dire. Mais jouez au jeu. Alors attends. Moi j'ai une idée, hein, mais. De retour. Alors on dit de la merde, mais ça supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Ferme ta grande gueule. Oula, qu'est-ce qui. Non, il y a eu un bot. Ah, il y a eu un bot, d'accord. Il y a une explication à la fin, mais elle n'est pas partielle. Un personnage est fascinant parce qu'il est opaque en partie. Ah, mais t'as aimé ce film? T'as aimé ce film? Putain, mec. Waouh, c'est bah écoute, si t'as aimé ce film, je suis. Ah oui, bah il est plus qu'opaque. Attends, sauf si c'est une blague qu'il fait. Hein. Il est plus qu'opaque. Mais moi je trouve qu'il y a un réel problème en termes de scénario et d'être pris dans un film avec des personnages qui ne communiquent pas. C'est que mon avis, mais je trouve que c'est un réel manque. C'est dur pour le spectateur d'être investi. Quand ton personnage ne communique pas, quand tu ne connais pas ses intentions, quand tu connais rien de ses motivations, être investi dans un récit, c'est très 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 compliqué. Avant que tu dises si c'est vrai ou pas pour ce que dit Quentin, moi je dirais que c'est parce qu'il fait partie de cette mafia qui fait il fait en gros bah oui il fait partie du truc, c'est pour ça qu'il en a rien à foutre et que le gars il se fait de la thune quoi. Non j'étais pas surpris à la fin gros. Ok. Ben, ouais, c'est sympa ce que tu me dis là. Bah ouais. Qu'il aurait tué sa propre sœur. Ouais. Non. Ah ouais, donc ça aurait été trop cool ça. Non, on va le révéler pour pas que ça dure trop longtemps. Et aussi parce qu'on est pris de pitié à la fin pour lui. Hein. On est censé être pris de pitié à la fin. Ok, on est censé. Ouais. Le pauvre Tim Roth, il a le cancer. Il va mourir dans pas longtemps. Bah oui, c'est une bonne raison pour agir comme un sombre fils de pute, n'est-ce pas? Et oui, il a le cancer, et à la fin, bah, le film il se termine sur lui qui est à l'hôpital, sa nouvelle meuf qui est en mode ah t'as le cancer, bah je savais pas, mais je reste avec toi, t'es quand même gentil. Alors qu'elle aurait dû dire mais espèce d'enculé, pourquoi tu m'as rien dit? Tim. Être pris de pitié, le film n'est pas moral. Alors, je suis désolé, quand tu vois comment... Oui, il n'y a pas de musique triste à la fin, je veux dire. Bien sûr, mais quelle est ton intention alors? Quelle est ton intention? Genre juste qu'on se dise « Ah, ok, bah il meurt. » Bah non merci, moi. Enfin, moi en tant que réal ou scénariste, je me dis bah j'ai quand même envie qu'on personnage, on comprenne ses motivations. Alors que là, on les comprend pas. Juste, on les comprend pas. C'est genre juste un fils un fils de con et en protagoniste, encore une fois, c'est pas intéressant. Encore une fois, je dis pas que le film n'est pas intéressant. Je dis juste que le film est mal branlé et que c'est pas passionnant du tout, en fait. Sur le papier, c'est intéressant. Ce qu'il veut livrer comme message, c'est intéressant. Ça ne l'est pas en termes de... Putain, comment dire? Putain, c'est genre juste pas passionnant, en fait. Non, voilà, on va se calmer, on va rester là-dessus. Oui, c'est bien de te branler sur un papier, mais j'ai pas envie de sentir après, tu vois. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais ne donne pas manger ça, quoi. C'est salé ce soir sur les planches, c'est salé. Bon, en soi, le film a pris un choix de création de personnages qui, en fait, c'est tout double, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment parce qu'ils vont trouver ça bien de voir que le personnage est opaque et que tu sais pas ce qu'il fait dans sa vie et qu'il est perdu, peut-être tout autant que nous on est perdu sur lui, et toi tu as peut-être pas eu tout aimé, je pense que j'aurais été dans le même cas que toi, mais j'ai pas vu le film, mais juste en mode tu peux pas t'attacher au personnage parce que tu sais pas du tout ce qu'il veut, donc tout le long t'en as rien à foutre du personnage. En plus de ça, le film te prend un peu au dépourvu avec un truc qui est pas assez consistant pour te dire oh, putain c'est fou, parce que oui je suis d'accord, on terminé sur en fait j'ai le cancer, tu fais bon bah... En fait, le cancer ça peut fonctionner dans beaucoup de films je pense, mais après j'ai pas vu hein. Mais du coup, il faudrait peut-être que derrière, le personnage, on s'y... Ouais, je sais pas.
Je sais pas comment ils ont travaillé vraiment. Et après, tu me dis, le film dure 1h20 aussi, donc c'est court. Honnêtement, Skull Kid, parce que là, je vois ce que tu fais. Si tu penses que. Peut-être. Alors, si Anna Genocide a aimé ce film. Je sais qu'il aime des trucs dans le genre. Mais là, j'ai un sacré doute. Parce que on parle quand même de bourgeois qui se font chier. Le film, ça parle de problèmes de bourgeois qui se font chier. Et je crois pas qu'Anna Genocide soit fan de ça. Il me semble pas. Il me semble vraiment pas. Et. Oui, on est responsable de son propre ennui, c'est vrai. Mais je me suis pas ennuyé, j'ai juste trouvé que ça m'apportait rien en fait. Si vous quittez la salle, c'est parce que je trouvais que ça m'apportait rien. J'avais pas envie de découvrir ce que ça m'apportait en fait. J'étais. Oui, bon, j'ai déjà vu. Et à la fin, quand je suis resté, j'étais dégoûté d'être resté à la fin. Quand j'ai appris que c'était ça la question finale, la révélation finale, ou pourquoi je suis resté 1h20 pour savoir ça, j'ai envie de frapper le gars. J'étais, mais gros, putain, mais trouve autre chose quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour ça en fait, c'est ça le problème. C'est pas une question de mon mieux, j'ai pas été diverti, ça bougeait pas assez, j'ai pas eu les clés qui remuaient de mon visage, c'est pas ça. C'est genre juste que tout ça pour ça. Non, prends ça comme base, emmène-le ailleurs, traite d'autres trucs. Putain, tu peux rester Team Roth qui est opaque, mais traite d'autres trucs, va plus loin que ça, putain. Va plus loin que ça. Nom de Dieu. Un plaisir, Sundown. Un plaisir. Allez, au cinéma, allez, c'est oui. C'est le cinéma qui nous ouvre sur le monde. Allez voir la petite bande. Bon. Oui. On va passer au dernier film dont on va parler ce soir. Après un peu de sel, on va passer à du bonheur, hein, car j'ai apprécié le dernier film. Oui, allons-y, on continue sur une bonne note quand même. Hop là. Je t'ai laissé la scène, c'est à mon tour que tu me laisses la scène un petit peu. Là j'ai besoin de prendre parce que je veux dire du bien. Il n'y en a pas eu assez du bien ce soir. Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis une note au-dessus de 7 à un film. Attention, ça fait longtemps, on fait que 2 émissions qu'on fait. Troisième. C'est la 3e émission qu'on fait. Et du coup, ce film-là, The Innocents, un film norvégien, donc ça me fait toujours plaisir de voir des films de pays, de réalisateurs dont je ne vois pas assez. La Norvège, par exemple, je ne sais pas la dernière fois que j'ai vu un film norvégien. Et ce film, je lui ai mis à 8, et ça aurait pu monter à 9. Ça aurait pu monter à 9 parce qu'il manque un truc, clairement. Ça pourra descendre à 7 plus tard, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais pour l'instant, j'ai été tellement en mode ah ça, j'aurais pu trouver le banger. Qu'est-ce que ça raconte, The Innocents? Ça raconte clairement l'arrivée de 2 sœurs, d'une famille. Les protagonistes de ce film sont également des enfants. Donc ce soir, c'est soirée enfants et Charles Gainsbourg. Et ça raconte l'histoire donc, de déménagement, mais les parents on les voit 3 fois dans le film, c'est tout. Deux petites sœurs, qui doit avoir une de 14 ans, un peu moins, allez, on va dire 12-14 ans, et l'autre qui doit avoir 8-10 ans, donc la même tranche d'âge. La grande sœur est atteinte d'autisme et ne peut plus parler, ne peut que parler, donc n'a plus la conscience en fait de pouvoir parler et de pouvoir faire des gestes, donc elle bouge, elle joue, mais il n'y a plus de communication. Et la petite fille, ça se voit qu'elle se sent très seule, ses parents s'occupent énormément de la grande sœur de 14 ans, elle est là en plein déménagement, elle a pas d'amis, rien du tout, donc on arrive dans ce niveau-là. En plus ils arrivent dans une espèce d'énorme cité HLM, avec un espèce de parc d'enfants au centre, dont vous voyez sur l'affiche qui est juste magnifique. Et vous voyez, sur l'affiche, vous voyez les HLM et le parc pour enfants. Et ces enfants, en fait, ont la particularité d'avoir des super pouvoirs. Donc j'apprécie énormément les films de super-héros qui apportent quelque chose. Et je trouve que The Innocents apporte énormément de choses, c'est-à-dire le point de vue des enfants sur la découverte en fait des super-pouvoirs. Et c'est bien parce que le film traite de cet apprentissage comme quand tu apprends à marcher, ou que tu apprends à parler, ou que tu apprends à te branler exactement. On a tous super pouvoir d'ailleurs en tant que garçon. On a tous super pouvoir. On a tous suivi pour la première fois et on fait waouh. Voilà. Les films super-héros se traitent de ça de toute façon, toujours. Quand Spider-Man il apprend sa toile, c'est toujours ça. Bref, désolé de t'avoir coupé. Merci de m'avoir coupé sur comment tu as découvert la version. Après, t'as goûté? Non. Okay. T'as goûté toi? Non. T'es sûr? Ouais. Et donc, Arrête, Quentin, t'es dégueulasse. Donc du coup, The Innocents, on est sur ça. Évidemment, ils découvrent d'autres enfants qui ont déjà des super pouvoirs. On s'en fout d'où ils viennent, tout ça. On s'en fout de comment ça se passe. Mais ça raconte donc ces enfants, comment ils vont faire pour gérer ça. Je vais en venir directement au point, sans évidemment spoiler, au point où qui fait que le film n'a pas été un banger pour moi, c'est qu'en fait, il manque clairement dans ce film ce côté naïf de l'enfance. C'est-à-dire que directement, le groupe de 4 enfants, 4 enfants, c'est ça,
vont en fait se déguiser, enfin se donner des rôles d'antagonistes, de protagonistes, de sauveuses, de ça. Et il manque ce côté, je sais pas ce que je vais faire de mes pouvoirs. En mode voilà, qu'est-ce que vous m'apportez le pouvoir. Non, il y en a un directement, il devient le méchant. Il y en a une autre, clairement, elle est la gentille. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est juste ce côté-là qui m'a en fait beaucoup gêné dans le film, parce que au début, ça partait bien. La scène du début est assez difficile, surtout si vous aimez les chats. Et donc du coup, parce qu'ils découvrent leur pouvoir. Et donc clairement... J'imagine le pire. De quoi? J'imagine le pire avec ce pauvre chat. Ouais, bah, c'est ça. Ah bah clairement, ils sont pas rigolos avec le chat. Et donc du coup, tu découvres ça, et en fait à la fin du film, clairement, c'est en fait des super-héroïnes qui vont aller combattre le super méchant. Attention, pas de filmer à la Marvel, tout ça, hein, mais c'est juste qu'à leur âge, je ne trouve pas que ce soit... En plus de ça, le film dure 1h50, je crois, donc c'est assez rapide en termes juste d'apprentissage de pouvoir. Le film en plus ne dure que pendant les vacances d'été, donc là c'est pour ça qu'en fait ils peuvent autant faire le truc avec leur pouvoir, c'est parce qu'il n'y a aucun autre enfant en fait. Ils sont tous en vacances, ils sont tous partis, donc la cité est vide. Et c'est intéressant en termes d'ambiance principalement. Le film, il y a très peu de musique, genre quasiment pas, j'en ai aucune en tête. On est vraiment sur le face-à-face des enfants face à leur pouvoir, en fait c'est vraiment ce qu'ils font et qui sont possibles de faire, surtout qu'il y en a un, principalement l'antagoniste, qui fait des trucs horribles, aux animaux comme aux autres enfants, tout ça, et en trouvant ça drôle, tout ça. Et clairement, on est sur une bonne façon de voir comment les enfants gèrent leur pouvoir. C'est très sombre, c'est même parfois très horrifique. Il y a une scène qui me... C'est pas horrifique en mode ça va te faire peur, mais il y en a une qui m'a vraiment gêné, parce que... Et surtout que tu sais pas où vont leurs pouvoirs, et tu te dis franchement, si le gamin, il peut aller jusqu'au bout de ses pouvoirs, il détruit la planète. Mais parce qu'en fait, au début, tu te dis, ah, il peut faire ça. Et à moitié du film, tu fais, ah, il a un deuxième pouvoir, parce qu'ils découvrent leur pouvoir, ils sont ensemble, ils sont 4 à découvrir leur pouvoir. Et du coup, tu fais ça. Et à la fin du film, il peut en faire autre chose encore plus d'horrifique. Je me suis fait, putain, si le gamin atteint ses 20-30 ans, il détruit la planète, c'est pas possible. Et vraiment, tu te dis, putain, ça fait peur en fait de voir l'ampleur que ça peut prendre tout ça. Donc après, donc voilà, on est dans un monde un peu horrifique où les pouvoirs peuvent faire vraiment de mal, surtout que les enfants, tu sais pas ce qu'ils peuvent en faire. C'est quand même bien joué, clairement bien mieux que dans la petite bande, en termes juste de... Et pareil, hein, là rarement ils sont avec des parents, hein, ils sont rarement avec des adultes, ça arrive sur Sentencem. En vrai, j'exagère un peu, beaucoup plus que dans la petite bande. Ils sont plus âgés ou pas les acteurs? De quoi, des enfants? Ouais. Non, même âge, même 30 ans. Cool. On est plutôt sur 10, 12, 13 ans. Et les parents sont surtout là, surtout les parents de la protagoniste principale qui s'occupe avec la sœur autiste, qui sont souvent là. Et en vrai, c'est bien rythmé. Le film s'enchaîne sur la découverte des pouvoirs, et du coup, le fait aussi que c'est un parti pris de voir ça par des enfants, surtout que c'est filmé à hauteur d'enfant, c'est fait de manière à ce que tu découvres autant les pouvoirs qu'eux, et que c'est ça en fait qui te fait peur. C'est ça, et c'est bien retransmis, parce que même les enfants, des fois, se font leur propre peur par leur pouvoir en fait. Et au bout d'un moment, tu peux voir à la fois le bien que ça peut faire, principalement pour la gamine autiste, et aussi le mal que ça peut faire, principalement avec le gamin antagoniste. Et ça avance bien là-dessus parce que t'es curieux de voir jusqu'où ça peut aller. Et c'est bien, c'est que ça va loin. Et que, enfin, pas loin, ça reste quand même terre à terre, réaliste. On n'est pas sur du film Marvel où ça va littéralement, ils vont s'envoler et commencer à se battre en détruisant New York. Clairement pas. Mais on est vraiment dans une ère de jeu, dans un cadre avec une forêt, des bâtiments et une balançoire. Et en fait, tu sens qu'ils peuvent tout détruire et que le gamin antagoniste, il doit être arrêté maintenant. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il prend beaucoup trop d'ampleur, beaucoup trop rapidement. Et c'est ça qui était intéressant en termes juste de peur et de dire, ok, t'as envie d'y aller. Mais en même temps, c'est des enfants que tu suis. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et évidemment, dans le film, à un moment, ils se disent, ouais, il a quand même fait ça, ça et ça, c'est quand même hardcore, faudrait qu'on l'arrête. Ils y vont, ils se font déglinguer. Le gamin, c'est un peu, il est dans le côté obscur. Et donc du coup, tu sens qu'ils se font, sans spoiler, ils se font matraquer la gueule. Et donc du coup, tu te dis, mais comment ils vont faire? Donc après, ça arrive à deux tiers du film, les enfants, tu te dis, mais ils ont pas réussi à l'arrêter, donc c'est mort. C'est juste mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Et à la fin, il y a un espèce de Deus Ex Machina où ils y arrivent. Bon, ok. Là, c'est Gandalf. Voilà, c'est merci Gandalf. C'était juste ça, et sans spoiler, parce que le film, voilà, je vous ai donné l'ambiance principale du film, c'est bien rythmé, ça n'a pas une photographie de dingue, mais c'est fait à coup de gros zoom de caméra au moment où, tu sais, en fait c'est super loin, vu que c'est dans une cité et qu'il y a énormément d'HLM, en fait c'est très long, et puis la caméra elle avance, et elle va très loin, jusqu'à arriver sur le gamin qui est comme ça. Et donc c'est assez zoom cool. Rapide ou lent? Lent.
Ok. Donc ça j'ai Pas Zack bien aimé. Snyder, donc Non, c'est très lent et surtout que tu te dis, ben, les pouvoirs en plus de ça, c'est que comme c'est des enfants qui savent pas non plus, tu sais pas non plus ce qu'ils peuvent faire. Et donc, du coup, comment ça marche. Donc, t'es pas en mode pareil dans les films où ils vont t'expliquer, bah voilà, j'ai mes pouvoirs parce que je tombe dans une cuve acide. Non, c'est vraiment, tu sais pas du tout d'où ça vient, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Ah, Et tout le long du film, bah, ça augmente et tu fais, mais en fait, s'ils arrêtent jamais, ils vont jamais s'arrêter. vraiment, ils découvrent beaucoup de choses sur leur corps, quoi. C'est dans. c'est pour Mais les pas se branler. proportions. Ça, je spoil, pas se branler. Mais tu penses que le méchant c'est une allégorie du SM ou quelle catégorie sexuelle, pourquoi qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce que tu veux rapprocher? Parce que les pouvoirs c'est toujours lié à ça. Qu'est-ce que quelle catégorie obscure de porno à faire le méchant? Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert les hentai obscurs? Qu'est-ce qu'il a découvert? Je suis en train de réfléchir, laisse-moi réfléchir parce que non, c'est pas ça. C'est pas du Il SM, a c'est. pas de tentacules à la fin? Non, Ah, non, y a pas ça. allégorie C'est pas non plus du Cavalo. SM parce que parce que le SM ce serait plutôt tu fais mal mais t'arrêtes. Non là il va jusqu'au bout, hein, il pète des jambes, il casse les os. On est plutôt sur un meurtrier. C'est mais vrai que le méchant il pénètre dans les gens de cette manière, dit Skull Kid. euh, Bah c'est un En violeur, effet, en fait c'est un violeur. en effet ça peut non clairement. Viol. C'est un kidnappeur violeur. Mais ouais ça peut être ça. Ne faites pas ça les enfants. Non s'il y a des enfants qui nous regardent, par exemple le Lore Master, ne faites pas ça. Surtout si vous regardez du porno et on sait que vous êtes beaucoup à le faire. Oui le Lore Master aussi. Oui bah oui. Ouah, putain mec, faut arrêter. Ça arrive jamais. Hein. Porno. Enfin, la dernière fois je suis allé chez lui, il se branlait. C'est vrai? Bah je l'ai aidé, mais après, t'as raison, par, hein, par mais- pure politesse. Mais juste, réfléchis bien à ce dont tu te branles. Voilà. Uniquement en live sur twitch.tv/les planches tous les dimanches avec les allégories sexuelles, etc. Merci Quentin. Donc voilà, je conseille clairement The Innocents parce que voilà, c'est un film qui a un nouveau propos et qui apporte les super pouvoirs d'une autre façon. Voilà, c'est toujours un plaisir. Un plaisir. Voilà, c'était tout. Pas mal de films différents. ce soir. Ouais, beaucoup de mais, choses avec, différentes. mais avec de la Charlotte et beaucoup d'enfants. Des Et enfants, un de régal. la violence, de la pénétration, tout ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Eh ben écoutez, on va arrêter ça tout de suite. Mais ah ben je sais très bien, parce qu'il me semble que on va être en route la semaine prochaine. Oui, le film de Brad Pitt et Bullet Train. Bullet Train avec le Brad. Oh le retour de Brad au ciné, mais oui, moi je dis 100 000 fois oui. Oh oui, attends, je suis hypé de dingue. Alors juste ça, peut-être que toi t'aurais une bonne surprise et moi je vais être Ouais, c'est ça, parce que moi je suis pas vraiment en mode bon, bah. J'attends ce film mec, hein. J'attends ça. C'est fou comment moi j'en ai rien à foutre. Je suis en mode bon, ça va être un film que je vais oublier dans 2 semaines quoi. C'est la même réflexion que je t'ai fait la semaine dernière, c'est que soit je m'éclate parce que je me contente que c'est de la grosse merde, mais je passe un bon moment devant parce que je me dis waouh, c'est fou quand même ce qui se passe. Soit effectivement c'est un bon film d'action, c'est possible. Ouais, Après tout, Brad choisit bien ses films en général, donc let's go. Toi tu dis que la bande-annonce c'était trop cool, je l'ai trouvé, mais oh là là, ça m'a. Mais Elle m'a carrément fait ça en film Skull qui était Kid, déjà. depuis le début, moi je peux pas, non, c'est trop cool justement, mais Skull Kid depuis le début il est à contre les planches. Contre les planches, contre les clairement. planches, Skull Kid, c'est incroyable. Tu as une vision du cinéma. Tu as une vision du cinéma Différente. différente, comme AG, effectivement, comme un génocide. Un plaisir, on se retrouve quand Moi à partir de cette semaine, je pourrais liver mardi. Mardi, je vais refaire du donjon, du Nullbuck et un petit peu de Stray. On est partir du week-end d'après, je serai pas là. En vrai, je suis en train de réfléchir. Non, si, je serai là. C'est à partir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, à partir de 2 semaines. D'accord, heureusement tu seras là donc pour Bullet Train. Je serai là pour Bullet Train. On aura aussi un petit live Yu-Gi-Oh! Sûrement dans la semaine, j'imagine. Ouais, clairement. Et jeudi aussi du Prince of Persia et du Keaton sur du, je sais pas, sur Satisfactory ou autre Satisfactory, chose. voilà. Donc restez connectés, comme diraient les Twitchers. Restez connectés. Et merci pour le follow Domsou. Je sais pas si t'es encore là, Tilio, mais Merci, Domsou. merci en tout cas d'avoir follow. Bon bah, je peux avoir le mot de la fin ou Oui. prenez soin de vous, allez voir des films. Oh, Ciao. il m'a saoulé. Allez, bisous. Me dis pas comment vivre ma vie, Max. Allez, des bisous, ciao. On vous laisse avec du bon dino. Ciao, ciao.